Mon parcours, évidemment, je vais me présenter. Et surtout, je vais vraiment rester sur des choses vraiment que j'ai vécues. Donc, les questions, on passera dans la partie questions-réponses à la fin, je vous le dirai, d'accord? J'ai vraiment envie que vous soyez dans le ressenti, dans le vivant. Voilà. Ça, c'est mon leitmotiv de maintenant, c'est vraiment ce côté vivant. On est en vie, on est des êtres vivants, et l'amour, au plus profond, au plus pur de ce que c'est l'amour, c'est se sentir vivant. Voilà. Donc ça, c'est pour rentrer la conférence. Et je vais vous inviter, pour justement entrer dans cette conférence, à fermer les yeux un petit instant et prendre une bonne inspiration et vous reconnecter à votre souffle, à vos poumons. Et je veux que vous voyez ces poumons comme des ailes, les ailes de votre cœur. Voilà. C'est là où on va, c'est dans cet espace-là que tout se passe, c'est dans cet espace-là que tout se vit, que tout, on ressent tout, et que c'est de là que tout émane, notre intention, notre désir de vivre, notre envie de vivre. Voilà. Dans cet espace-là que je vais témoigner de mon parcours. Voilà. C'est dans cet espace-là que je m'ouvre à vous, et c'est pour ça que je vous y invite. Voilà. Maintenant, vous pouvez réouvrir les yeux tranquillement. Voilà. Donc, je m'appelle Adeline Petit. Je suis actuellement entrepreneuse, coach de vie. Voilà. Et j'accompagne les gens dans leur relation à la vie, à l'amour d'eux-mêmes, à la famille et aussi à la spiritualité. Je parle bien de spiritualité, je parle pas de religion, attention, c'est deux choses différentes. Voilà, à mes yeux en tout cas. Voilà. Donc, on va commencer la petite histoire où je suis une petite fille qui arrive sur Terre, et ça va faire 40 tours je vais bientôt faire 40 tours autour du soleil, là, bientôt. Donc, j'ai compris qu'on choisissait notre vie avant de s'incarner. Voilà. Donc, je précise, tout ce qui est dit, ce n'est que des vérités personnelles. Elles sont pas imposées. D'accord. Je vous dis comment je les ai vécues et comment je les ai témoignées. Voilà. Donc, j'ai grandi dans une famille où très conflictuelle, où il y avait beaucoup où les relations étaient en permanence des orages. Beaucoup de relations dans la dépendance affective, dans le sens où ma mère était quelqu'un qui a perdu ses parents très tôt. Donc du coup, elle n'avait pas de repères pour élever des enfants. Elle a grandi avec des parents qui étaient alcooliques, violents, et elle a eu aucun repère pour m'élever moi. D'accord. Donc je remets le contexte pour voilà. C'est des factuels. J'aime mes parents profondément, mais je vais vous retracer ce parcours pour vous expliquer comment j'ai fait toute ma vie. Au fond de moi, une chose c'était plus fort que moi. C'était quoi l'amour, quoi. En gros, c'est ça qui a fait que j'en suis arrivée là, dans cette position aujourd'hui, à vous expliquer. Parce que depuis que j'étais petite, je regardais les personnes autour de moi,
se battre, se déchirer. Et j'y ai participé, je précise. J'ai participé à tout ça, à ces conflits, malgré moi, et parce que j'étais dans la réaction. Voilà. Et donc ma mère m'a élevée comme elle pouvait, avec un père absent. Et elle était en dépression chronique et elle s'en rendait pas compte. Voilà. Donc ça a laissé des traces et j'étais beaucoup dans mon intériorité du coup. J'ai rentré beaucoup dans mon intériorité, dans mon monde, un échappatoire imaginaire ou pas selon comment on le ressent. Et très tôt, à 4 ans et demi, j'étais déjà consciente de mes contacts exogènes que je raconte voilà, dans un livre déjà de notre association, mais je vous en parlerai à la fin si vous avez des questions là-dessus, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Et aussi, dès toute petite, je voyais des choses, je ressentais des choses. Et le premier événement marquant, ça a été quand mon grand-père est décédé. Mon grand-père est décédé, et j'ai senti mon père se soulager du départ de mon grand-père. Ça m'avait marqué à l'époque. Vous savez, il a poussé un cri comme si une bête qui on lui avait retiré un coup de couteau soulagé. Voilà. Et c'est à partir de là que j'observais ce monde et tout, et j'ai grandi dans un environnement alors qui était pas du tout spirituel ni religieux. J'ai pas fait de messe, j'ai pas fait mon caté, j'ai rien fait de tout ça. J'ai grandi vraiment dans un environnement de travail. Ça, c'était voilà. C'est vraiment pour vous mettre le contexte. Et à un moment donné, j'ai regardé, il y a ce qu'on appelle la présence, notre conscience. On a tous ce moment où on est vraiment pleinement dans notre corps, conscient de tout ce qui se passe. Alors, je sais pas vous si ça vous arrive, mais moi, ça m'est arrivé très tôt. Et j'étais là et je regardais les personnes autour de moi et je me dis, mais alors, maintenant, avec du recul, voilà, c'était les mots d'une petite fille, hein. Et je regardais mes parents comme ça, je me suis dit, pourquoi je suis tombée avec des âmes aussi jeunes? La réflexion de la petite fille de 7 ans, hein, qui ne savait pas du tout, qui avait pas du tout de vocabulaire spirituel à l'époque. Voilà. Donc ça, c'est ce qui s'est passé à ce moment-là. Et j'ai grandi. Entre mes 7 et 8 ans, je me suis beaucoup défendue dans cette éducation où il fallait prouver que pour être aimé, il fallait vraiment prouver, tout le temps prouver. Ma mère, elle me disait, si tu fais ça, tu m'aimes pas. Si tu fais pas ça, tu m'aimes pas, et ainsi de suite. C'était souvent ça. C'était vraiment cet espace-là qui était créé avec ma mère. Et je vous précise qu'à cette époque-là, c'était surtout ma mère qui m'éduquait. Voilà. Et ça a engendré voilà, beaucoup de conflits. Mais par contre, ça m'a jamais empêché de regarder ma mère avec un amour profond. Même malgré le conflit qu'on avait, j'avais ce recul déjà à l'époque et je regardais ma mère avec... j'avais une admiration pour ma mère, pour certaines choses qui me... Voilà, j'étais en admiration devant ma mère, mais en même temps, c'est comme si, au fur et à mesure des années, ça m'étouffait. Voilà. Et jusqu'au jour de mes 10-11 ans où j'ai arrêté de vouloir me battre avec ma mère, j'ai un peu, on va dire, capitulé. Je me suis retirée vraiment dans mon intériorité encore plus profondément. Et d'autres portes se sont ouvertes. C'est ça qui est intéressant. Et à ce moment-là, on était dans un lotissement avec avec ma famille à l'époque. Et j'ai mon ami Sébastien qui
qui est parti très jeune et je le vois encore partir et je vois une ombre noire tout autour de lui et je savais que je le reverrais pas. Effectivement, 3 semaines après, je l'ai pas revu. Il est parti et quand je l'ai vu partir, en fait, il est parti en vélo. Il a eu un accident de vélo et cet accident de vélo, il en est mort de ses blessures 3 semaines après. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que là aussi, lors des enterrements, c'était pas le premier, c'était le deuxième que je vivais. J'étais dans un autre espace-temps, dans une présence, et je regardais les gens comme dans un théâtre. Je voyais la souffrance, je ressentais la souffrance, je la comprenais, et il y avait cette petite voix intérieurement en moi qui me disait mais pourquoi on souffre autant? Pourquoi l'amour fait autant souffrir? Pourquoi? Et ça m'a longtemps, j'observais beaucoup ça. Et je suis quelqu'un de très analytique. Et heureusement pour vous que je vais pas vous verser tous les détails de de ce que j'ai analysé parce que sinon j'en aurais pour des heures. Et à ce moment-là, je peux même vous dire que j'étais tellement mal à l'aise d'être dans cet enterrement et de voir tout le monde souffrir autour de moi et ce qui était normal, attention, d'être triste. Et la réalité était triste, donc c'était normal. Mais il y avait quelque chose en moi qui me disait qu'on n'avait pas besoin de souffrir autant. Voilà, c'est ça qui me paraissait évident et que je comprenais pas, que j'arrivais pas à comprendre et je savais même pas comment le faire. Voilà. Mais du coup, je me suis mis à me forcer à pleurer. Et c'est vrai, et je me suis forcée à pleurer pour faire comme tout le monde. Et c'est pas parce que je n'aimais pas ou que je me rendais compte que tout le monde souffrait, je me rendais compte que c'était triste, mais j'avais pas j'avais pas la même approche de la mort que toutes les personnes qui étaient autour de moi, parce que moi, je voyais la personne qui était morte en train de me sourire et me dire au revoir. J'avais cette capacité-là. Déjà depuis toute petite, même mon grand-père, quand il est parti, il était venu me dire au revoir et tout ça. Donc j'étais là, je dis mais pourquoi tout le monde pleure? Il va bien, il est de l'autre côté, tout va bien. Il me sourit, il me dit au revoir, il est content et tout ça. Donc j'étais vraiment entre deux mondes. J'étais dans le monde où il fallait vraiment, voilà. Et c'est au fur et à mesure, voilà, que au fur et à mesure que j'ai grandi dans cet environnement-là, que à la suite de ça, je me suis encore plus renfermée sur moi-même parce que j'étais pas dans un environnement où on va me dire mais non mais c'est normal. Maintenant, je veux dire maintenant mon chemin a fait que j'ai rencontré des personnes qui sont ouvertes à tout ça, mais à l'époque c'était pas ça. Voilà. Et du coup, arrivé à ce moment-là de mes 15 ans, il y a eu un basculement. Une clé, vraiment une clé. Et cette clé-là, je peux même vous dire que je l'ai compris il y a que 2 semaines seulement. On m'a ouvert un truc à 15 ans et c'était pendant les attentats du 11 septembre. Vous vous souvenez de ces attentats? Voilà. Et j'ai ressenti cette nuit-là, j'en ai encore des frissons, excusez-moi, j'ai ressenti toute la souffrance des attentats avant que ça arrive. Dans la nuit, j'ai ressenti tout. Mais quand je vous dis tout, j'ai ressenti tout. Et pendant des années, d'ailleurs, les images me faisaient pleurer littéralement. Je pouvais pas les regarder. Et on est arrivé vers moi, c'est un rêve lucide. J'ai eu quelqu'un qui est venu vers moi, un humanoïde, un être, tout simplement. Il n'avait pas de visage, il était noir, enrubanné dans une toge.
et il m'a tendu l'encre, vous savez, l'encre de vie, la croix égyptienne, voilà, et avec au bout un fil. Et il m'a dit, la vie ne tient qu'à un fil. Il m'a dit ça. Et j'ai mis 24 ans à comprendre. Voilà, j'ai mis 24 ans à comprendre ce qu'il voulait me dire et pourquoi j'ai parcouru pourquoi j'ai parcouru tout ça. 24 ans à comprendre qu'est-ce qui faisait vraiment souffrir l'être humain. Voilà. Et c'est là que et à partir de ce moment-là, c'est comme si une porte s'était ouverte, une porte magistrale, une porte une sensibilité à fleur de peau. Alors déjà que toute petite, j'étais assez sensible, mais alors là, c'est devenu galactique presque. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'est ouvert. Comme je vous expliquais, de mes 10 ans à mes 15 ans, je me suis refermée sur moi-même à cause des conflits familiales, à cause de tout ça, à cause de cette disharmonie, à cause de ce manque de communication, on n'arrivait pas à communiquer, on faisait que se battre. Voilà. Et quand j'ai vécu ça, à mes 15 ans, après cette reconnexion à cette souffrance collective, j'ai ressenti la souffrance collective, hein, j'ai pas ressenti ma souffrance, j'ai ressenti toute la souffrance de la planète collective, l'être humain. Je parle pas de Gaïa. Gaïa, contrairement à ce qu'on croit, va très bien. Voilà, elle nous aime et il y a aucun souci. Voilà. Et à ce moment-là, il y a eu quelque chose de profond qui s'est passé. Et quelques mois après, mon père, pour la 1e fois, il tenait un commerce. Ça faisait peut-être 2 ans. Ouais, c'est ça. Ça faisait 2 ans que mes parents avaient acheté leur commerce de boulangerie-pâtisserie. Voilà, ça faisait 2 ans. Il était salarié, il s'est mis à son compte. Et là, mon père, dans toute sa splendeur à l'époque, je vous rassure, maintenant depuis ce jour-là, il le fait plus. Je sais plus ce que j'ai fait. J'ai dû oublier de ranger quelque chose, hein, peu importe. J'ai oublié de faire un truc. Voilà. Je sais plus. J'ai oublié de mettre bon, peu importe. Mais en tout cas, même réaction que d'habitude. Il me traite de tous les noms d'oiseaux possibles, imaginables. Il me met plus bas que terre. Je suis la plus grosse merde au monde pour lui à ce moment-là. Voilà. Je suis pas quelqu'un de vulgaire, donc vous m'entendrez pas dire les mots qu'il disait à l'époque. Ça peut m'arriver de dire des mots, voilà, un peu familiers et tout ça, mais là, c'est pas de l'ordre de familier, c'est vraiment des mots voilà. Mais je précise qu'il a été, et mes parents ont fait mieux que les parents qu'ils avaient, hein. Donc, mes parents ont déjà réussi à faire mieux que leurs propres parents. Donc, je précise que il y a déjà une évolution. Mais voilà. Et ma sœur, qui a 3 enfants, heureusement, arrive à aller plus loin que. Donc c'est là qu'on voit quand même que ça évolue. Il y a des familles qui arrivent à casser le cercle infernal, comme je dis ça. Et là, j'ai regardé. Il y a un truc qui s'est réveillé en moi. C'est comme si le fait d'avoir touché cette souffrance collective, il y a quelque chose qui s'est réveillé en moi et j'étais un volcan, mais un volcan sur pattes. Mais pas violent, un volcan. Vous voyez, un volcan, c'est calme. Un volcan, c'est beau, hein, à regarder de loin. Si vous vous rapprochez trop de près, par contre, vous vous brûlez. C'est l'image du volcan. J'étais un vrai volcan. Je tremblais, je pleurais en même temps. Et j'ai dit à mon père, écoute, à partir de maintenant, si tu as quelque chose à me le dire, si j'ai fait une bêtise, je le comprends, je le conçois. Tu as le droit de me dire que j'ai fait une bêtise, tu as le droit de dire que tu n'es pas d'accord avec moi, mais maintenant, je t'interdis de m'insulter, je t'interdis de me parler comme ça. Moi, je te respecte. Si je te parle comme ça, j'ai le droit, voilà. Hein.
Donc, maintenant, tu as le droit de me dire les choses, mais tu me parles plus comme ça. Ça a été le premier acte d'amour propre. Je viens de dire d'amour propre de toute ma vie. Ça a été le premier. Voilà. Parce que quand vous grandissez dans un environnement comme celui-ci, vous avez plus d'amour propre. Plus aucun. Zéro, nada. Et c'est là que se crée la dépendance affective. Et à ce moment-là, mon père a été statifié sur place. Il est devenu rouge et il est reparti dans son laboratoire de pâtisserie. Il était en état de choc, le pauvre. Mais il a compris le message. Il a compris que s'il continuait, il perdait sa fille. Et ça, c'est le premier acte d'amour-propre que j'ai eu envers moi-même. Et qui est très significatif pour une femme, simplement parce que nous, les femmes, on a un transgénérationnel collectif là-dessus qui est très délicat. On nous a interdit d'être érudite, on nous a interdit d'être intelligente, on nous a interdit plein de choses. Voilà. Donc s'affirmer devant son père, c'est quelque chose qui demande beaucoup, beaucoup de courage. Et encore maintenant. Voilà. Et par la suite, mon père s'est calmé. Quand il me disait quelque chose, il avait encore tendance des fois à utiliser des mots qu'il fallait pas, mais je le remettais gentiment. Je dis non, tu peux essayer, voilà. Et c'est passé au fur et à mesure. Et voilà. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à ressentir une connexion aussi avec quelqu'un que je ne connaissais pas à l'époque. Et on appelle, alors c'est pour ça que mon livre qui est sorti dimanche s'appelle Nos âmes cœurs. C'est tous les liens de cœur et comment fonctionnent les liens de cœur. J'ai senti ce qu'on appelle une connexion de flammes jumelles. Alors, pour ceux qui connaissent pas, je suis pas là pour expliquer tout, mais c'est une connexion qui est très spéciale. Et à ce moment-là, j'avais les informations de la vie d'une personne, d'un homme, un businessman qui me venait, et je savais pas pourquoi. Je classais ça à l'époque dans ce que j'appelais c'était mon tiroir des folies d'Adeline. Vous savez, c'est tous les trucs que je réceptionnais, que je savais pas quoi en faire. Je les mettais là, j'ai dit on verra ça plus tard. Et voilà. Et la vie a toujours fonctionné comme ça pour moi, c'est que j'expérimente et après, soit je tombe sur le bon bouquin qui me dit, tu vois, ce que tu as expérimenté, c'est ça, tu vois, c'est ça, voilà. Et là, voilà. Donc ça a commencé à ce niveau-là. Et grâce à ça, voilà, grâce à tout ce déclic, grâce à cette affirmation de mon père, et et bon là, je vous mets une petite touche de ce début de connexion, voilà, ça a ouvert tout ça. Voilà. Et à partir de ce moment-là, j'ai réussi, pour la première fois de ma vie, à avoir un petit ami. Vous allez me dire, c'est banal. Eh ben non, c'est pas banal pour quelqu'un qui n'a pas d'amour propre. Voilà. C'est pas banal du tout. Parce que à l'époque, j'étais déjà convaincue, j'étais presque convaincue que je méritais pas d'être aimée par un homme. Voilà. Parce que mon mental me disait parce que t'es ci, peut-être t'es ça, voilà. À l'époque, c'était ça. Et j'ai rencontré Julien, avec lequel je suis restée pendant 4 ans et demi. Et c'est une âme sœur qui m'a permis de découvrir et de vivre l'amour que tout le monde vit classiquement. Voilà. Ce qu'on appelle l'amour de couple,
L'amour où on attend de l'autre qui nous donne ses attentions, qui nous réponde à nos besoins, tout ça, tout ce tout ça, tout ce qui est, voilà. J'ai vécu quelque chose de magnifique avec lui, mais en même temps, ça m'étouffait. Ça m'étouffait. Je me sentais pas, et c'était pas à cause de lui, c'était pas à cause de moi, c'était à cause du fait que j'avais une vision de l'amour très réduite à cause de tout ce qu'on nous a inculqué, la princesse qui qui s'enlève, qui va sur voilà, les contes de fées, voilà, qu'il faut être sauvé par le prince charmant. Et ça a été vraiment quelque chose de très très fort. Et voilà, donc j'ai pris la décision de le quitter. J'ai pris cette décision-là au bout de 4 ans et demi. Je l'aimais, hein. J'aimais profondément Julien. Mais ça m'a pas empêché de le quitter. J'ai pleuré toute la journée, j'avais les yeux gonflés comme ça. Et j'ai pleuré toute la journée. Je vois mon amie d'enfance le soir au bowling. Et elle me fait ce qui s'est passé. Je dis, oh, ben, je viens de quitter Julien et j'ai les yeux gonflés comme ça. Les yeux explosés. Et vous savez pourquoi je l'ai quitté? C'est l'histoire la plus drôle, c'est qu'on était à Monaco, chez ses parents. Enfin, chez les... C'est pas... Je sais pas si ses parents, c'était... excusez, je me suis trompée. C'est chez son oncle et sa tante, sur une terrasse. Et on était en plein un acte intime sur la terrasse. Voilà. Et là, il y a un chat qui passe. Et rien qu'à la vue du chat, je suis avec... c'est grâce au chat. Alors, je sais que le chat, c'est le symbole de l'intuition maintenant et tout ça. Bah là, je peux vous dire, c'est grâce au chat. Et ça, c'était à la fin du mois d'août. Et ce qui s'est passé à la fin du mois d'août, après cette rupture qui était un choix d'amour propre aussi, parce que j'étais consciente que j'étais dans une relation où j'étais pas là pour... Je demandais à l'autre de m'aimer. C'est ça que j'ai pris conscience. Je demandais à l'autre de m'aimer alors que moi, je m'aimais pas. Et c'est là que ça m'étouffait. C'est là que je sentais que j'étais pas bien. C'est là que j'ai pris conscience de ça. Et c'est pour ça que je l'ai quitté. Et d'autres choses. Mais ça, c'est intime par rapport à lui. Je le respecte et je ne dirai rien. Mais personnellement, c'est par rapport à ça. Et devinez quoi? Il s'est passé quelque chose en septembre 2017. En septembre 2007, j'ai fait ce qu'on appelle ma première sortie hors du corps. Alors je sais pas, c'est comme pareil, je vous le dis, je ne vous demande pas de m'y croire et tout ça, mais ça a été une expérience qui m'a reconnectée. La vie est tellement bien faite. Elle m'a reconnectée à l'amour pur, à l'amour. C'était des questions qui me traversaient, qui étaient tellement importantes pour moi. Et là, j'étais dans mon lit, en pleine nuit, hein, et d'un seul coup, j'ai une présence, une espèce de pluie fine qui m'a fait traverser le plafond. J'ai traversé ce plafond, mais j'étais pas je précise, j'étais pas dans mon corps physique, hein. Je parle du corps, l'autre corps, le corps énergétique, hein, qui se lève, et je vois à 360 degrés. Et quand je passe par le plafond, je vois tout qui est vivant. C'est magnifique à voir. Je vois les atomes, je vois tout, la structure du toit. Je comprends que tout est vivant, que tout est conscience. C'est ça que je perçois. Et je traverse ce plafond, je passe à côté de la lune, et là, d'un seul coup, en une fraction de seconde, je me retrouve dans un espace, mais d'amour pur. Et quand je vous dis d'un amour pur,
c'est ineffable, ça n'a pas de mots. Ça m'a nourri pendant des mois. Et ça, c'était juste après que j'ai quitté Julien. Maintenant, j'ai beaucoup plus de recul. Je sais que chaque point que j'ai vécu est important. Et j'ai quitté Julien et j'ai rencontré Gilles. Et Gilles juste après. Et lui, c'est ce que dans les connexions, je suis pas là pour vous expliquer ce que j'ai compris sur connexion âme miroir, âme sœur, âme cœur et tout ça, et âme flamme jumelle. Mais lui, c'est ce que j'appelle une âme miroir, c'est-à-dire qu'il te met un schéma complet à transmuter. Et lui m'a mis ce schéma de rejet à transmuter bien en face. Et c'était électromagnétique avec lui. J'étais juste à côté de lui, j'avais tout mon corps qui chauffait, juste en étant à côté de lui. Et là, je me suis encore plus posé de questions sur l'amour, tout ça. Je me suis encore posé plus de questions. Et ça a duré 2 ans avec Gilles. C'est le jeu du chat et de la souris. Je t'aime, moi je t'aime, moi non plus, moi je te fuis. Ça a duré 2 ans, mais c'était très 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 intense. Et je me souviendrai toujours, on était à Paris Nord. Et on était tellement confus tous les deux, quand on était l'un d'un côté de l'autre, on était dans un autre espace-temps, littéralement. Et il était à côté de nous, et j'ai su que c'était la dernière fois que je le voyais. Et on était tellement dans un autre espace-temps que, là, ce qui s'est passé, c'est que les escalators, on les a pris dans le mauvais sens. Et on s'est recroisés dans l'autre escalator. Et je l'ai recroisé, j'ai regardé, j'ai dit, bah oui, c'est la dernière fois que je le vois. Je le savais. Et ça a été la dernière fois que je l'ai vu. Et pourquoi je vous parle de cet épisode-là? Parce que c'est ce qui a enclenché mon premier effondrement, j'avais 23 ans. Je me suis retrouvée en mode zombie, euthanasiée, et la seule chose que je savais faire, c'était le boulot, travail, boulot, métro, dodo. J'ai fait ça pendant 1 an, un peu plus d'1 an, 14 mois. Et à partir de ce moment-là, je me suis retrouvée dans le miroir au bout de 14 mois. J'avais pris une 50aine de kilos. J'étais montée à 127 kilos. Voilà. Donc, choc total. Quand je vous dis, je suis passée en mode euthanasié zombie. C'est ce que je disais tout à l'heure. Mon premier burn-out, mon premier effondrement, ça a été vraiment en mode zombie. Et je me suis réveillée face au miroir et je me suis dit, bon, Adeline, mais vraiment une prise de conscience, comme si j'étais habitée par qui j'étais vraiment, quoi. Bon, maintenant, il va falloir que tu apprennes à t'aimer maintenant. Il reste plus que ça à faire. Voilà. Et c'est comme ça qu'a commencé le chemin de développement personnel. Où j'ai commencé par la télé, je suis tombée sur la télé de Lilou, alors je sais pas si vous connaissez, mais à l'époque, c'était les défis des 100 jours, où avec la loi de l'attraction, tout ça, tout ce qui était co-création et tout ça. C'est comme ça que j'ai commencé ce chemin d'éveil, ce qu'on appelle éveil classique. Mais moi, pour moi, c'est un éveil à la vie, en fait. C'est pas le vrai chemin, c'est l'éveil à la vie, en fait. Et je pense qu'on est tous endormis à des degrés différents. Et maintenant, c'était une évidence à l'époque. Et j'ai tout plaqué, mon 13e mois, et je suis partie en Égypte. Je suis partie en Égypte et ça a réactivé quelque chose. N'oubliez pas que cette ancre qui est au niveau des attentats du 11 septembre, ça a réactivé quelque chose en moi, des souvenirs d'autres vies.
Alors, je précise que voilà, j'ai des souvenirs d'autres vies, pas de cette vie terrestre, mais aussi des souvenirs de vie non terrestre, je précise. Bon, c'est pas le sujet du, du voilà, mais ça a réactivé tout ça. Et à ce moment-là, j'ai avancé, et on m'a proposé à l'époque un CDI sur Paris. J'ai dit non, hors de question. Et c'est comme ça que je suis devenue auditrice. Et c'est pendant cette dizaine d'années, j'ai concilié développement personnel et ma vie de voyageuse sur les routes, dans les entreprises et tout ça. Et ça m'a beaucoup aidée. Ça m'a permis de transmuter pas mal de choses. C'était une solitude sans en être une. Et à ce moment-là, beaucoup de portes sont ouvertes, beaucoup de rencontres se sont ouvertes. Et j'ai réappris à m'aimer. Voilà. J'ai réappris à m'aimer, pas pour prouver quelque chose, pas pour mériter quelque chose, pas pour dire je suis Tartampion, je suis la meilleure, je suis voilà, je sais pas quoi d'autre, pas pour prouver quelque chose en fait, pas pour prouver que je mérite de vivre en gros. Voilà. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai réussi vers que je dise pas de bêtises, en 2013, voilà. C'est ça, en 2013. Donc ça, mon premier effondrement, je l'ai eu, c'était en 2010. Donc ça, voilà, 2013, j'ai commencé j'avais fait un petit parcours de développement personnel, mais c'était pas profond encore. C'était un semi-éveil. Et la vie a décidé de me mettre sur mon chemin, mon miroir à 360 degrés, ma flamme jumelle. Voilà. Et qu'est-ce que j'appelle ça, un miroir à 360 degrés? C'est que quand je l'ai rencontré en 2015 physiquement, c'est que vous comme moi, là, on est des miroirs. On se reflète nos ombres et nos lumières, ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas en chacun de nous. Je vais vous refléter ce que vous n'aimez pas et ce que vous aimez, d'accord? Et c'est ok. Il n'y a aucun souci. Voilà. Et les âmes sœurs, c'est plus doux. Ça va nous montrer ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. L'âme miroir, ça va nous montrer carrément un schéma qu'on n'aime pas, une blessure profonde. Voilà. La flamme jumelle, ça te montre tout. Tout ce que tu fuis. Tout l'amour que tu fuis. Ça te montre tout ce que tu veux pas voir sur toi. T'es nu, intégralement nu. Voilà. T'es nu comme un verre dans ta vulnérabilité, dans ta vulnérabilité d'être vivant, d'être un être humain. La première fois que je l'ai vu, j'avais autant envie de l'étriper que de le prendre dans mes bras. Voilà. Ça fait cet effet-là. Et le but, ce n'est pas le but de la rencontre n'est pas d'avoir un happy end amoureux et de faire des bébés et des enfants. D'accord, hein, le but de cette rencontre, c'est de mettre en lumière ce qu'on a à unir en nous et à devenir pleinement amour en nous. C'est ça le but de cette rencontre. Voilà. C'est pas il fait sa vie de son côté, moi je fais ma vie de mon côté, hein, pour information. Voilà. Il va très bien à sa manière et il fait sa vie. Voilà. Mais ça nous a bouleversés tous les deux. C'est une rencontre qui nous a bouleversés tous les deux, qui a fait des changements tous les deux dans notre vie. Lui en est plus ou moins conscient. Moi, je suis totalement conscient parce que dans la dynamique flamme jumelle, si vous avez envie de vous renseigner sur Internet, après par la suite, sur la mécanique, il y a le chaser et le runner. Alors bref, c'est-à-dire celui qui voit tout et l'autre qui fuit. C'est une mécanique, voilà. Et Jung l'explique très bien, parce que j'adore Jung.
Jung sur l'intégration de nos ombres et de nos lumières par voilà. Ça a été ma référence pour pouvoir guérir d'ailleurs par rapport à ça. Et à ce moment-là, je vous ai pas. Alors, je précise que je raconte tout ça en détail dans mon livre, parce que dans une conférence, je peux pas vous raconter tout le détail de ce qui s'est passé entre lui et moi, toutes les synchronicités, tout ce qui s'est passé, toutes les sorties hors du corps que j'ai fait, tout. Voilà. Je peux pas vous expliquer. C'est pas possible de tout vous expliquer en détail. Mais arrivé à un moment donné, tellement ça te met dans tes ombres. Ton ombre la plus profonde est dans ta lumière la plus haute. Mais quand je dis la plus haute, il n'y a pas de hiérarchie. Attention, moi, je parle d'une direction. Alors, vous m'entendrez jamais parler de monde supérieur, voilà, ce genre de choses, de higher self, de moi supérieur et tout ça. Moi, je parle de moi originel. Je parle de conscience originelle. J'ai dit, je ne suis plus là, je suis ici, je suis au centre. Et depuis toute petite, ce qui m'a toujours attirée, c'est la voie du Tao, c'est la voie du Yin et du Yang. C'est l'équilibre, c'est le centre, l'équilibre au centre. Donc, à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'est passé en 2013, je fais un petit tour en arrière. Et alors ça a été, pour le coup, je vais vous raconter parce que c'était drôle. Je faisais mes rapports d'audit et pendant un mois, à chaque fois que j'ouvrais mon ordinateur, Amazon me mettait son livre parce qu'il a écrit un livre. Voilà, je ne dirai pas le nom parce que je protège son identité, mais il a écrit un livre. Et à chaque fois, je tombais sur son livre. À chaque fois, j'ai dit non, mais ça m'intéresse pas. J'étais là, je leur disais, je parlais à voix haute un peu importe comment on les appelle, les guides, les anges, peu importe comment on les appelait. Je dis mais ça m'intéresse pas. Et puis au bout d'un moment, là, je dis c'est bon. Au bout d'un mois, j'ai craqué. Et j'ai dit, ils m'ont mis encore ce livre-là. Je dis bon bah écoutez, je vais l'acheter, mais en format Kindle, il est moins cher. Kindle, ouais, le format électronique. Mais c'est presque ça, c'était un beau cadeau surprise. C'était un beau cadeau surprise. C'était un super cadeau surprise. Un très beau cadeau surprise. Aussi beau, voilà, qui contenait tout. La merde et la lumière. Voilà. Et du coup, arrivé là, 2 mois après, donc à l'époque, je suis auditrice, je suis beaucoup sur les routes, entre 2 avions, entre 2 trains, j'ai essayé plein de voitures de location, moi qui adore conduire, c'était génial. J'ai même réussi une fois à être surclassée dans une BMW limousine. Je suis arrivée dans une casse avec ça, c'était assez drôle. Mais pourquoi je vous dis ça? Cette anecdote-là, parce que j'ai compris plus tard, c'est ma flamme jumelle à l'époque où ça s'est passé, cette anecdote-là, habitait au même endroit et avait la même voiture. Et je l'ai su bien après. Je l'ai su par la suite. Donc, pour vous dire à quel point les synchronicités, à chaque fois, m'amenaient. Voilà. Et c'est pas une blague, il habitait à l'endroit où j'étais, mais on se connaissait pas à l'époque. C'est une petite anecdote. Et, du coup, et donc du coup, je lis son livre en 2013 dans un train sur ma tablette de l'époque. Et j'ouvre le premier paragraphe, j'ouvre le bouquin et tout. Je suis là, je fais mais il y a que du je. C'est mon intuition. Mon intuition, je dis mais je vais pas réussir à dire ça. C'est je. Enfin, ça me résonnait comme ça. Ils me font mais si, il faut que tu dépasses le jeu, il faut que tu le lises. Enfin, c'est télépathique, hein, c'est pas des mots, je précise. La télépathie, ce n'est pas des mots. C'est mon mental a réussi à le traduire. Et je finis par le lire. Je commence à le lire, je me dis, oh putain, c'est lui que je ressens depuis que je suis toute petite. Toute la vie,
toutes les trousses et je ressors mon tiroir, les défolies de la ligne, et je suis mais c'est lui que je ressens depuis que je suis gamine. Adeline, à cette époque-là, encore, en 2013, bon, bah, de toute façon, j'ai une chance sur 1 million de le rencontrer. Hein. Hop, je reclasse, je continue ma vie. Voilà ce qui s'est passé. Et là, à ce moment-là, j'ai quand même écrit un livre, j'ai quand même écrit à l'éditeur, et j'ai dit, je vais quand même raconter mon histoire qui, voilà. J'ai eu la réponse classique de l'éditeur. Je vous dis, merci de votre... Voilà, c'était pas lui qui répondait, hein. Mais j'aurais essayé, voilà. Et à ce moment-là, donc là c'était en 2013, hein. Juin, le 7, parce que quand j'ai réécrit le livre, j'ai tout refait, le plan et tout ça, et j'ai acheté son Kindle le 7 juillet 2013. Alors pourquoi c'est marquant pour moi? Parce que c'est la date de mariage de mes parents, de leur union. C'est quand même assez symbolique. Pour... Et puis 7-7, 7-7, voilà. Voilà. Mais alors, la liste des synchronicités, je pourrais faire une encyclopédie, hein, avec ça. Si je vous, le livre, il ferait plus de 300 pages, il ferait, je sais pas combien de pages. Il ferait, voilà. Et à ce moment-là, donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis encore ça de côté. Voilà, j'ai continué ma vie tranquillement. Et j'ai découvert un média qui s'appelle BTLV, vous dit Bob vous dit toute la vérité. Et j'étais abonnée. Et il a fait une interview, cet auteur a fait une interview quelques mois avant que je le rencontre physiquement. Et je tombe dessus. Je l'entends, je dis, mais je connais cette voix, elle me dit quelque chose, un sentiment que, mais je le connais. Voilà. J'écoute et tout, je fais, ah oui, en plus, c'est le bouquin que j'ai écrit, et puis là, tout me revient. Tout se réactive. Et un mois après, je fais un rêve lucide. Je ne savais pas qu'il allait être aux conférences, hein, je précise. J'y vais comme ça, finger in the nose, comme on dit, je vais aux conférences après, mais juste peut-être un mois avant la conférence, je fais un rêve lucide où il y a 2 personnes et je le vois arriver dans toute sa splendeur, c'est-à-dire je le vois bien arriver, son visage bronzé, voilà, parce que sur les autres plans, on voit tout, c'est-à-dire le côté ombre et lumière. On voit ce que la personne cache et on voit aussi ce qu'elle ne cache pas. On voit tout. Donc je voyais son côté très businessman, très je me la pète, bronzé, les lunettes de soleil, je voyais tout. La totale, voilà. Et à ce moment-là, il s'approche vers moi et dans ce rêve lucide et on s'embrasse. Mais ça a pas de mots, c'est ineffable. On faisait un et en même temps on n'est pas, alors je parle pas de fusion, attention, il n'y a aucune fusion là-dedans, justement. Et on était un et en même temps unique. Je sais pas comment vous expliquer, c'est difficile à mettre des mots, mais voilà, on faisait un et en même temps on se sentait différent. Voilà. C'est assez spécial à mettre des mots dessus, mais et ce qui est surtout important à noter, c'est c'est le souffle de vie. C'est pour ça qu'au début de la conférence, je vous ai fait connecter à votre souffle. Là, ici, le souffle qui nourrit le cœur, qui nourrit votre système sanguin. Et c'est à partir de ce moment-là, donc un mois après, je le rencontre physiquement dans la matière. Comme je vous dis,
les choses étaient bien faites. Donc, les 2 personnes que j'avais vues dans mon rêve lucide, effectivement, elles étaient là. Elles m'ont accompagnée et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés la première fois. Voilà. Et en résumé, on est restés 2 ans amis, en connaissance. Et après, ça a été une descente, littéralement aux enfers et aussi au paradis. Les 2. Ouais. Non, mais voilà, les 2. Voilà. Donc, tout ça m'a fait comprendre, c'est qu'il n'y a pas de bien ou de mal, entre guillemets. D'accord? D'un point de vue terrestre, il y a cette notion de moralité, c'est normal. Il y a comme on dit, la liberté, s'arrête là où commence celle des autres, d'accord? Ça, c'est plutôt une question de respect des besoins de chacun et des autres, voilà. Mais je parle pas de mal comme quelque chose de tranchant, de véridique. Toi, t'es méchant, toi, t'es gentil, point barre. Non, je parle pas de ça. On a tous. Moi, depuis que je suis adolescente, je dis que j'ai 2 cordes qui tiennent en équilibre mon auréole. Voilà. Parce que je vais réagir en fonction de comment tu me respectes. Voilà. C'est en ça que pour moi, il n'y a pas cette notion de bien et de mal. C'est ça l'amour propre. C'est pas imposer à l'autre son besoin. C'est pas imposer à l'autre de partager quelque chose qu'il n'a même pas. Voilà. Et du coup, voilà. Donc ça, c'était ma première rencontre 2 ans après, voilà. Et je vais pas vous faire toute une explication sur ce qui s'est passé parce que ça serait trop long, mais en gros, voilà, il y a eu un espèce de triangle infernal. Et il a coupé les ponts avec moi parce que sa compagne du moment, c'était amie, je prie, sa compagne du moment sait que j'étais sa maîtresse, sauf que c'était pas le cas. Et pour vérifier, 1 an après, on s'est recontacté. La première chose qu'elle m'a demandé quand je l'ai recontactée 1 an après, c'est ça. Elle m'a dit, c'est la première question qu'elle m'a posée. Donc intuitivement, je le savais, mais j'ai eu une confirmation 1 an après. Et c'est à partir du moment où on s'est plus côtoyé qu'en tant qu'amis et tout ça, ça a réveillé mes blessures les plus profondes. Et ces blessures profondes, on les a tous en tant qu'être humain. Et en résumé, parce que là aujourd'hui, je suis debout devant vous et tout ça, mais j'ai mis 3 ans à remonter la pente. C'est que j'ai compris qu'on était dans un paradigme. Alors, est-ce que tout le monde sait ce que ça veut dire paradigme? Ça va? Non, vas-y, explique. Parce que il y a les mots comme ça, des fois que je sais qu'il y a des mots qui sont assez. Voilà, un paradigme, c'est une norme admise par tout le monde. Voilà, c'est-à-dire que par exemple l'argent est source d'échange. C'est une standardisation, voilà. Et le standard de l'amour ici, ben j'ai mis du temps à le comprendre. Mais le standard, alors là, je veux vous le dire, je sais que je choque beaucoup de personnes quand je dis ça. Et je le sais, hein, parce que je l'ai vu à la tête de mon colloque Arseny il y a pas longtemps, quand je lui dis ça. Oui. Et je le regarde passer, je dis, bah oui. Je dis, parce que Arseny est très ouvert, il aime bien discuter de choses et d'autres, c'est très intéressant. Et Arseny, je dis, bah oui, à un moment donné, je sais plus pourquoi on en arrive là, je dis, qu'est-ce qui fait souffrir l'être humain ici sur Terre? J'ai dit, qu'est-ce qui fait souffrir? Et puis là, il me regarde comme ça, interloqué et tout. Et il savait pas trop quoi répondre. J'ai dit, mais c'est parce que on cherche à être aimé. La seule chose qui fait souffrir l'être humain, ici, c'est parce qu'on est dans ce paradigme de être aimé. On cherche à être aimé. Au point que des fois, moi, la première,
avec un degré où je me suis oubliée moi-même, mais alors d'une force inimaginable, à faire des choses qui ne sont pas nous, à dire des choses qui ne sont pas nous pour être aimés de l'autre. C'est ça qui fait souffrir l'être humain. Depuis la nuit des temps. Enfin, depuis la nuit des temps, j'en sais rien, mais depuis un certain nombre d'années. Et en fait, et là m'est revenu à la mémoire sur mon chemin est arrivé plein de choses, mais voilà. Comme je vous dis, je pourrais parler des heures là-dessus. Donc j'essaye de faire. Mais au moins, j'espère que la ligne directive est pas trop. J'ai suivi mon parcours, hein, de toute façon, de compréhension des choses. Et je suis arrivée à ça. Alors il y a quelque chose de la table d'émeraude, c'est un principe alchimique. Voilà. Alors je sais pas si les personnes qui sont ici ont étudié tout ce qu'est alchimie, mais c'est pas grave. C'est un principe très simple sur le fait que ce qui est en haut, donc ce qu'on appelle le ciel, est pareil que ce qui est en bas. Mais c'est le principe de la table d'émeraude, c'est-à-dire que c'est retourné à l'envers. Voilà. Quand vous regardez dans un miroir, vous vous voyez à l'envers. D'accord ? N'oubliez pas ce que j'ai dit là. Quand vous regardez dans un miroir, vous vous regardez à l'envers. Parce que tout ici, on se regarde, quand vous avez des relations, on est en miroir, ne l'oubliez jamais. Vous voyez chez l'autre ce que vous n'arrivez pas à voir en vous, mais des fois c'est à l'envers. Vous savez, quand vous êtes dans la galerie des glaces dans un parc d'attractions et que vous regardez dans les miroirs et voilà. Bah voilà. Et ben tous les miroirs déformants que vous rencontrez, c'est ça. Voilà. Il y a plein de miroirs déformants, il y a plein de toutes les personnes que vous rencontrez vont plus ou moins déformer vous allez vous voir plus ou moins déformé. Voilà. Selon votre perception des choses, selon voilà, c'est ça. Et ça, c'est grâce à mon parcours et ma connexion flamme jumelle que j'ai compris ça. Et à partir de ce moment-là, quand il y a eu cette séparation amicale, je suis descendue dans mes enfers et aussi au paradis, littéralement. À l'époque, j'étais en train de finir ma formation d'hypnologue de régression quantique QHHT, donc de la méthode de Dolores Cannon. C'est une méthode qui permet d'aller dans les vies passées ou dans les périodes de vie actuelles qui ont besoin d'être remontées, d'être guéries, d'être adoucies. Voilà. J'étais dans cette époque-là et qu'est-ce qui se passe? Très très drôle ce moment-là. Je suis retournée à la source, littéralement. Et quand je vous dis que j'étais dans mes enfers sur Terre et en même temps, j'étais connectée à la source. Voilà. Alors la source, je suis obligée de lui donner un nom. Hein. C'est pas Dieu, l'univers, ce que vous voulez et tout. Voilà. Et je me suis retrouvée là et j'ai littéralement, je le raconte dans mon livre, je vais pas raconter en détail ici et peut-être que voilà, c'est cette reconnexion, ce que j'ai vécu à ce moment-là est tellement drôle et tellement belle et en même temps difficile que il faudrait presque une conférence entière pour en parler de celle-ci. Voilà. Et il y a quelque temps, donc voilà, j'en suis arrivée au fait que ces 3 dernières années, je me suis reconstruite par la poésie, par l'écriture, par revivre,
les plaisirs simples de la vie. Je suis tombée amoureuse de cette région. Et ensuite, ce qui m'a permis de vouloir faire une chose, c'est de transmettre ces témoignages. C'en est un premier essai, comme vous le savez. Voilà. Mais je pense qu'il faudrait presque que je fasse des épisodes, honnêtement. Et la première chose qui a été importante à comprendre et la conclusion de ce chemin, et je le dis dans mon livre, c'est qu'on n'est pas là ici pour être aimé. Voilà pourquoi j'ai dit ça et pourquoi ça a choqué mon coloc. J'ai dit mais on n'est pas là pour être aimé, on est là pour aimer être. Et c'est ça qui a choqué mon coloc. Parce que c'est une dure réalité de se prendre en pleine face qu'on n'est pas là pour être aimé. Moi, ça ne m'empêche pas de m'aimer, d'aimer tout le monde. Attention, mais j'ai dit on n'est pas là pour être aimé. Pas pareil. La subtilité, elle est très difficile. Et en fait, c'est pour vous faire comprendre il faut juste inverser les deux mots. Oui, non, c'est subtil. C'est très subtil, mais il faut inverser les deux mots. On est là pour aimer être ensemble. Aimer être ensemble et partager ensemble. On est là pour aimer être ensemble. S'aimer soi, mais aimer être ensemble, partager ensemble sans imposer, sans vouloir prouver à l'autre que l'autre est le meilleur et ainsi de suite. Je vous en fais pas un détail. C'est là toute la subtilité, parce qu'on se bouffe l'énergie vitale à cause de ça. Pourquoi il y a des conflits dans le monde et tout ça? Parce qu'on est tous on se vampirise tous, sans exception. Et j'ai encore des fuites. Je vous le dis, je suis pas totalement dans le paradigme de. Je viens seulement de finir à comprendre qu'on en est là, à comprendre. Et c'est ce que j'ai écrit. Et ce livre a été ma guérison. Ma guérison, j'ai mis à plat tout ce que j'avais vécu. Et j'ai compris, il y a même pas 2 semaines, que quand il m'a tendu l'encre aux attentats du 11 septembre, qui m'a dit « la vie ne tient qu'à un fil ». C'était la connexion à l'amour. C'était pas que la vie est d'un seul coup, pof, elle tient qu'à un fil. Parce qu'au début, je l'avais traduit comme ça, qu'on peut mourir du jour au lendemain, voilà. Je l'avais compris comme ça à l'époque, quand j'étais adolescente à 15 ans. Et il y a 2 semaines, je me dis mais non, l'encre c'est l'énergie vitale, c'est l'énergie de vie, c'est l'amour, c'est là que j'ai compris. J'ai dit punaise, c'est ça qui voulait dire. Parce que n'oubliez pas que j'ai ressenti une souffrance, j'ai ressenti la souffrance collective, je dis bien. J'ai ressenti la souffrance collective, pas voilà. Je peux vous dire que j'ai envoyé péter tout l'univers à ce moment-là. Vous me faites chier, je veux plus ressentir ça de toute ma vie. Voilà comment ma réaction à la base. Ça, c'est ma réaction initiale. Parce que je peux vous dire que quand vous prenez ça en pleine figure, voilà. Surtout à 15 ans. Et quand vous avez eu le vécu que j'ai eu avec mes parents, recevoir ça, c'est pas top. J'ai beaucoup pleuré. Et maintenant, je suis dans un profond amour de la vie, des êtres humains. Je sais que tout est à sa place. Je sais que malgré les apparences, tout est à sa place. Que malgré les apparences, tout est en équilibre. Ouais. Et que malgré toutes ces guerres, tout est en équilibre. Hein? Ça veut dire quoi? Malgré les apparences, le positif et le négatif est en équilibre. Malgré les apparences. Oui, malgré les apparences, mais ce n'est que ma vérité personnelle. Attention, je ne l'impose pas, comme je vous l'ai dit, et je vous le rappelle. Voilà. La vie ne tient qu'à un fil. Non, la vie ne tient qu'à un fil, c'est dans le sens où il disait qu'il suffit qu'une personne
sur cette planète reste dans le paradigme d'être aimé pour que ça déconnecte tout le collectif de l'amour, de se sentir un, de se sentir aimé, de se sentir, voilà. C'est comme un tissu, ouais. On a un grand réseau, on a un grand réseau et on est tous connectés, ouais. On est tous connectés et nous sommes un, voilà. Ça, c'est la conclusion de mon chemin et que je dis dans le livre et que j'ai compris que j'étais juste là pour aimer, être, vivre et que j'avais le droit de dire non quand on m'imposait un besoin. J'avais le droit de dire non quand j'avais pas envie de partager quelque chose que je n'ai pas ou que j'arrive à peine à me payer et que j'étais pas méchante et que ça remettait pas en question ma valeur et que ça me remettait pas en question l'amour que je donnais. Voilà. J'en suis arrivée là, aujourd'hui, et je me casse encore la figure de temps en temps. Parce que c'est un nouveau paradigme, et ce paradigme-là, je peux vous dire que je l'ai vu à la tête de mon coloc, hein, ça choque. De dire aux personnes qu'on n'est pas là pour être aimé, ça choque. Mais qu'on est là pour aimer, être ensemble, avec tout ce qui se passe sur cette terre, je suis d'accord que c'est difficile à entendre. Donc voilà. Mais je sais que c'est faisable et je sais qu'on va y arriver. Parce que il y a beaucoup de choses qui se passent. Ça va prendre plusieurs générations, je dis pas. Mais je constate autour de moi qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont éveillées à ce que c'est vraiment la vie. Il y a de plus en plus de personnes qui ont compris que la vie, c'est pas que travailler. Quand ça se résume pas au fait, je suis manager chez machin chose. Voilà. C'est pas ça la vie. On n'est pas ça. Voilà. On n'est pas ça. Voilà. Donc voilà, ça c'est maintenant si vous avez des questions, si vous voulez me donner un retour sur ce que je viens de dire, je vous écoute.